qui va nous proposer une mise en perspective sociologique du projet dans la prise en considération des personnes vulnérables. Voilà. Bonjour. Je vais parler doucement parce que je protège un peu ma voix qui s'est fragilisée sur les chauds froids de ces jours-ci, hier. Mais avec le micro, je crois que ça va, on m'entend bien. Hein, un peu plus fort, un peu plus proche. Ok. Merci beaucoup d'abord à Aurore et Patricia de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer à cette belle journée qui me nourrit beaucoup. Je suis sociologue à l'Université de Lyon, mais j'interviens un petit peu également dans la formation du CNAM, et j'ai eu le plaisir de suivre les travaux et la réflexivité d'un certain nombre de professionnels des APPV, Julie Croisier, Delphine, Claire Moreau, Laetitia Lahire, voilà. Et à chaque fois, les travaux m'ont nourri. Et j'ai été très impressionné par la table ronde de ce matin, où la réflexivité du travail académique, j'ai l'impression, contribuait aussi à entrer en écho avec les échanges vivants de coopération entre les différentes personnes qui travaillent ensemble pour accompagner, en l'occurrence, la Erwan. Donc, ce monde des APPV, c'est un monde qui élabore, c'est un monde qui construit, et je suis heureux de participer de loin à cette élaboration. Moi, je suis, au-delà d'être sociologue, je suis sociologue, donc j'ai beaucoup travaillé sur les mesures de protection, tutelle, curatelle, et je pense que je ferai un lien, parce que aussi dans les réflexions qu'on a pu avoir dans les projets tutorés, c'est un point de questionnement, comment dans la vie des gens, les APPV émergent, apparaissent aussi en articulation parfois avec des repères stables, parfois pas très bien vécus, mais que sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et dans une dynamique de développement, on va dire, un peu quantitatif de ce dispositif. Je pense que c'est intéressant de le penser aussi en lien avec des choses qui sont des pratiques professionnelles qui sont déjà instituées depuis longtemps, qui ont leur propre réflexion, leur propre élaboration. Et je crois que dans la perspective notamment de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, les APPV ont à apporter à d'autres professionnels, et inversement, peut-être que ce qui se fait du côté des mandataires judiciaires est aussi un point d'attention à avoir pour continuer à penser le déploiement des APPV. Et puis, pour continuer à me présenter, j'anime aussi une démarche de recherche-action participative qui s'appelle Cap Droit, une communauté mixte de recherche sur les droits humains, les capacités, la participation. Cette démarche de recherche, elle est née de ma découverte un peu fortuite de la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées, et d'un effet d'interpellation suscité par cette convention, notamment parce que le comité des droits de cette convention, comment il l'interprète, comment il nous invite un peu à faire évoluer les pratiques, aussi les législations. Et de fait, ma pratique de recherche, elle a été transformée par la rencontre avec cette convention, où je me suis embarqué dans la recherche participative, et dans une recherche participative où précisément la gouvernance se fait avec des personnes qui ont différents types de handicap, avec des professionnels ou des spécialistes de la relation d'aide, parfois des parents, parfois des travailleurs sociaux, parfois des médecins, des personnes provenant aussi du monde académique, comme moi qui suis sociologue, ou des juristes. Et ce travail de coopération pour gouverner de la recherche participative, c'est un lieu où, en tout cas, qui me nourrit beaucoup depuis quelque temps, aussi pour
comprendre la place des personnes en situation de handicap et la place des personnes vulnérables. Et puis, dernière chose pour me présenter, Christophe Lécuyer nous a demandé un peu de parler au jeu, alors je le fais peut-être beaucoup, mais dire quand même aussi, je pense, moi, j'ai été sans doute marqué par le fait que j'ai un frère qui a un parcours compliqué avec le monde psy, qui a vécu des hospitalisations contraintes compliquées, qui est venu me chercher, qui est venu parfois me mettre en difficulté aussi par rapport à son vécu. J'ai moi-même parfois des petits moments d'effondrement, je crois, comme tout le monde. En tout cas, voilà, je prends au rebond ce positionnement du jeu pour aller aussi du côté de mon expérience, pour dire d'où je parle, au-delà du type d'expertise, de savoir-faire de sociologue que je peux avoir. Alors, la mise en perspective du projet que je propose, elle vise un petit peu, je crois, elle s'inscrit dans la tonalité de la journée, à la fois rendre compte quand même je crois, d'une force émancipatrice que l'introduction de ce terme de projet de vie dans la loi de 2005 a eu quand même, en contrebalançant quelque chose pour reprendre les mots de Madame Couraud, je crois, l'omnipotence du monde médical ou du médico-social, ou l'omnipotence institutionnelle. On voit que l'introduction de ce terme de projet de vie a fait contrepoids, introduit de l'expérience dans le système, introduit de l'expérience dans l'institution, c'est important. On peut voir que cette force émancipatrice, elle est présente aussi dans la manière dont les acteurs se réapproprient ce terme pour dire, bah oui, il fait sens en partie dans ma vie, il est utile en partie dans ma vie. Et puis par ailleurs, il m'ennuie ce terme de projet de vie. Je me suis senti très proche de ce que disait Martine. Martine, tout à l'heure, elle disait il y a la dimension administrative, MDPH, mais après ça, il est très angoissant ce terme. On ne parle pas de... Moi, j'ai jamais pensé antérieurement projet de vie. Quand on me demande dans 10 ans, voilà, je planifie pas dans 10 ans. Bon, il y a quelque chose dans ce terme de projet de vie qui en fait, qui rabat l'expérience du vécu sur quelque chose d'un petit peu trop, pour le dire directement, un peu trop instrumental, un peu trop technique. Hein, et je crois que ce terme de projet de vie, c'est un vecteur excellent pour passer du monde du droit dans les textes au monde du droit vécu. On sent qu'il permet un peu de faire un peu ces allers-retours, mais peut-être qu'à un moment donné, il ne permet pas complètement de s'ouvrir à un imaginaire, de s'ouvrir à l'imaginaire de ce qu'est le demain de la place des personnes vulnérables, de la place des personnes handicapées dans la société. Peut-être que le terme y renvoie, alors justement pas à un imaginaire, mais à une forme de gestion un peu trop technique, un peu trop instrumentale. Et dans mon propos, j'ai envie d'essayer d'un petit peu justement le compléter là-dessus, réouvrir un petit peu cette dimension d'imaginaire. Et il me semble que la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées, elle est ce point d'appui pour nous offrir un imaginaire qui vise pas tant à dire bon, alors maintenant soyons plus inclusifs, faisons une meilleure place aux personnes en situation de handicap, mais il me semble qu'elle nous invite à dire quelque chose comme bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend des personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on apprend? Et qu'est-ce que, au plus haut, comment notre représentation des droits humains, comment la représentation de nos idéaux est revisitée justement par l'attention qu'on donne à des expériences de vie, à des expériences de vie marquées par des formes de dépendance auxquelles sans doute on n'a pas prêté suffisamment attention quand, dans les premières générations de droits humains ou dans
dans de multiples générations de politiques publiques. Donc, le sens de mon propos, un petit peu, c'est de se dire comment se saisir aussi du souffle de la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées et de cette référence à l'idéal des droits humains pour compléter la force de ce terme de projet de vie et lui donner un imaginaire peut-être un peu plus ouvert, un peu plus ample que peut-être le terme de projet en tant que tel ne permet pas d'avoir. Alors, pour faire ça, je croise deux choses. Je croise d'abord un petit peu l'histoire, et donc l'histoire un peu sociale, et la place des déclarations des droits humains, et donc des idéaux dans l'histoire sociale, dans l'histoire sociologisée de la manière dont on prend en compte les vulnérabilités, en distinguant peut-être trois périodes, je vais y revenir, mais justement cette longue période d'exclusion quand même, d'institutionnalisation, de dire oui, on se soucie des personnes en situation de handicap, mais en les écartant de la vie sociale. Une seconde période duquel la loi de 2005 est le moment le plus emblématique, et j'ai envie de dire duquel le projet de vie est sans doute l'un des moments forts, qui est ce moment un peu inclusif, de dire on arrête de discriminer, et puis ouvrir avec ce qui s'expérimente d'abord dans des pratiques professionnelles, bien sûr, dans ce que les organisations de personnes handicapées font en imaginant cette convention internationale et en imaginant des positions assez radicales. Et puis, penser, continuer à ouvrir sur se donner un peu d'utopie pour aussi continuer à avancer, on va dire. Donc, première ligne, cette question de la manière de prendre en considération historiquement les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap. Deuxième ligne, quelque chose qui a à voir avec les régimes d'engagement dans le monde. Comment on s'engage dans le monde? Il y a des sociologues, souvent dits pragmatistes, je pense à Luc Boltanski, à Laurent Thévenot, qui nous aident à penser qu'en fait, évidemment, il y a toujours... Il y a plusieurs manières de s'engager dans le monde. On a utilisé tout à l'heure, Vanessa, je crois, a beaucoup parlé de la multiplicité des rôles dont on avait besoin dans la vie, et que on a plusieurs identités et on a plusieurs rôles. Et en fait, ces sociologues, en pensant les régimes d'engagement, en pensant différentes cités, ils aident un petit peu à comprendre une diversité de rôles et d'engagement. Il y en a trois que je vous propose d'écouter un petit peu, sur lesquels porter attention pour situer le projet comme l'un des axes centraux d'un régime d'engagement dans le monde, mais à côté d'autres, justement pour réouvrir un peu une certaine la vision un peu anthropologique de c'est quoi être humain. Être humain, c'est pas que être de projet, c'est aussi un petit peu autre chose. Et il y a des moments historiques, il y a des moments sociaux où, comme maintenant sans doute, où on met en avant beaucoup le projet. Mais peut-être que ça se fait aussi un peu en détriment d'autres régimes d'engagement dans le monde. Alors, on pourrait, il y a toujours des listes possibles. À côté d'un régime d'engagement par projet, donc qui se porte un petit peu vers l'avenir. Un régime d'engagement, c'est quelque chose qui a à voir avec de la durée. Est-ce qu'on se tourne vers la durée? Est-ce qu'on se tourne plutôt vers le passé? Est-ce qu'on est très centré sur le présent? S'engager par le projet, c'est s'engager dans une durée tournée vers l'avenir, avec à la fois une certaine idée de continuité,
une idée d'anticipation, un rapport vers l'avenir, mais d'anticipation. Je projette, j'imagine, je planifie ce que va être l'avenir. Donc il y a un rapport de maîtrise assez forte sur ce que doit être cet avenir. Et je dirais que l'idée de projet a quelque chose à voir, un peu antinomique, c'est pour ça que je pense que le terme de projet de vie est très intéressant, un peu antinomique avec le terme de vie qui a qu'une fin, on va dire, qui a qu'une fin. Le projet, il se compte au pluriel. On est toujours dans une multiplicité de projets qui ont vocation à se terminer. On recommence des projets et il y a comme ça une planification un peu séquentielle de la vie à travers ce régime d'engagement par projet. Ce régime d'engagement par projet, il est très différent de régime d'engagement, on va dire un peu par familiarité avec le monde du proche. Alors d'abord le monde du proche, Boltanski va dire c'est la cité du monde domestique, mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le monde familial, hein, le monde de la familiarité, c'est pas seulement le monde de la famille, mais c'est quand même un monde où dans la temporalité, il est sans doute un peu plus tourné vers le passé que vers l'avenir, hein, ce qui donne sens à ces liens de proximité, à ces liens de familiarité. C'est un savoir déjà partagé. C'est un savoir déjà partagé, c'est des expériences déjà partagées qui font socle, qui font ciment, qui font valeur entre nous, hein, et qu'on n'a pas besoin beaucoup d'expliciter le monde du familier, de la familiarité, du proche. C'est beaucoup un monde de l'implicite, là où le monde du projet, hein, c'est dans la définition même du terme, le projet, on met par écrit un projet, c'est presque dans la définition du mot, on explicite une projection. Hein. Donc le monde du familier, on n'est pas du tout dans l'explicitation, on est au contraire dans ce passé commun, qui fait socle, qui nous tient ensemble, qui nous attache. Hein. Et il y a beaucoup de choses dans notre vie où on est attaché, on a un régime d'attachement aux choses, d'engagement au monde par attachement, par cette familiarité, pas parce qu'on souhaite être attaché à cette personne, pas parce qu'on le projette. Hein. C'est là, c'est déjà là, et c'est important. Hein. Donc je crois que ramener ce régime de la familiarité, ça nous ramène effectivement aussi à toute la pensée du care, comme on dit aujourd'hui, de l'éthique du soin, de l'éthique de la sollicitude, de la relation. Mais voilà, quand on pense évidemment les relations de dépendance et d'interdépendance, c'est difficile d'oublier, de passer aux côtés des valeurs associées à ce régime d'engagement qu'est celui du proche, qu'est celui du familier, quoi. Et puis peut-être un troisième régime d'engagement dans le monde qui me semble aussi important, qui est, je ne sais pas comment il faut l'appeler, du politique, du citoyen, du bien commun, du public, de ce qui est commun, hein, de ce qui est quelque chose auquel on donne de l'importance. C'est peut-être ni trop projeté vers l'avenir, ni trop projeté vers le passé. C'est pas des liens déjà là. C'est ce lien du présent, à quoi on appartient, avec lequel on est en prise aujourd'hui, avec lequel on construit ensemble. Hein. C'est ce régime d'engagement, je sais pas, du vote, de la manifestation, de l'AG, je sais pas, parfois simplement d'écouter des nouvelles de l'espace public, quoi, d'échanger sur les nouvelles, les journaux, les réseaux sociaux, etc. C'est ce rapport au monde à quel monde on appartient aujourd'hui, à quel commun on appartient aujourd'hui, et on n'est pas dans un rapport de projection, ni dans un rapport trop familier. On est dans ce truc un peu étrange où on voit bien qu'on a des intensités avec le monde du politique, du commun, même si parfois ça nous fatigue la politique, on voit bien que en fait il y a une force d'attraction là, il y a une force d'attraction. Et je sais pas, quand on est juge à l'ancienne et qu'on demande qu'on veut faire les exercices de mémoire, c'est le président de la République
hein. Donc il y a quelque chose là de l'ordre d'un commun qui est de l'ordre d'une actualité du régime d'engagement dans le monde qui se distingue du régime du projet, qui se distingue du régime du proche ou du régime du familier. Alors, ces régimes d'engagement, je les amène là, en fait, déjà pour on va dire, d'abord décrire comment on s'est peut-être historiquement un peu refermé sur le régime du projet, comment il prend plus d'importance par rapport aux autres, hein, et puis peut-être pour s'autoriser à le réouvrir. Hein. Alors, pourquoi il prend plus d'importance historiquement? Il apparaît d'abord assez tardivement, hein, ce régime d'engagement dans le monde. Alors, bien sûr, le rapport à l'avenir, les sociétés antiques, les sociétés médiévales n'ignorent pas l'avenir, mais leur vie n'est pas structurée par l'avenir. Leur vie n'est pas structurée par le projet. Hein. On considère souvent que ce moment du projet, c'est l'émergence de l'homme moderne, celui de la Renaissance, celui de, je sais pas, disons, l'avènement des sociétés démocratiques. Vous voyez où je veux en venir. On n'est pas loin des premières déclarations des droits de l'homme. C'est ce sujet de droit, qui s'émancipe de ses liens aux proches, de ses liens de familiarité ou de la cité comme quelque chose, des lois auxquelles il faut obéir. C'est ce sujet de droit individuel, hein, autonome, hein, où on reconnaît la liberté individuelle comme une valeur tout à fait centrale et de manière égale, reconnue pour tout un chacun. Et cette liberté, c'est une liberté d'agir, c'est une liberté d'entreprendre, c'est une liberté de se projeter. Hein. Ce sujet des droits de l'homme qui émerge à la fin du XVIIIe, formulé de manière très symboliquement forte en France, c'est quand même un sujet de droit capable, comme on dit, capable d'agir quand il exerce ses droits. En fait, il agit dans la vie civile, on lui donne ses pouvoirs d'agir, on le reconnaît dans cette liberté d'agir, on le reconnaît dans des compétences, on le reconnaît dans des capacités, on le reconnaît dans le fait qu'il est en mesure de se projeter. C'est-à-dire qu'il est doté de cette raison. Hein, vous savez, le siècle des Lumières, ça y est, on est tous des êtres de raison. On est doté de cette raison qui nous permet de nous projeter, qui nous permet de nous planifier, qui nous permet de penser à l'avance les choses, les préparer, de les calculer un petit peu. Hein. Donc cette rationalité, c'est aussi celle qui est force d'émancipation. Hein. Le siècle des Lumières, c'est pense par toi-même, grâce à la raison, émancipe-toi de ce que les autres pensent pour toi. Donc on est bien dans ce mouvement qui vient annoncer l'importance du droit de choisir, du droit à l'autonomie, etc. Mais oui, elle est associée, elle est articulée à ce régime d'engagement dans le monde du projet, hein, du projet de l'activité, de la liberté, d'une liberté d'abord individuelle, on va dire. Hein. Et alors, oui, ce régime d'engagement, pas ce régime d'engagement, excusez-moi, ce moment d'avènement des droits de l'homme qui repose sur ce sujet de droit capable de raison, il exclut les plus vulnérables. Les penseurs, les théoriciens avant les droits de l'homme, hein, je pense par exemple à John Locke, mais on pourrait penser à d'autres penseurs, ils disent tout le système qu'on imagine là des droits pour les individus, on écarte les déficients intellectuels, on écarte les lunatiques, on écarte les déments. Il y a une exclusion théorique là qui est au cœur de cet avènement des droits de l'homme première génération, et puis qui bien sûr va derrière se dérouler de manière très ferme, très forte. La manière de mettre de côté les gens, hein, ça va se traduire en droit. Vous connaissez les régimes de tutelle, vous connaissez l'asile, les institutions psychiatriques, la multiplicité des institutions qui se sont développées pendant un grand nombre de décennies. Oui, pour restaurer la raison des individus, des acteurs sociaux, on les écarte. Hein. Donc, il y a
il y a un moment, première génération des droits de l'homme, où de fait, les plus vulnérables, on ne les considère pas comme des véritables sujets de droit. On ergote un peu à l'époque, citoyen actif, citoyen passif, on essaye quand même de dire on interdit du droit de vote, mais ça ne veut pas dire quand même qu'ils ne font pas partie de la communauté nationale. On essaye de trouver des manières d'articuler les choses, mais dans le fond, il y a là l'absence d'une reconnaissance d'une égale souveraineté des personnes, hein, et qui va marquer notre histoire, qui va marquer notre rapport à la vulnérabilité, parce que, de fait, le réflexe protectionnel qu'on a vis-à-vis des plus vulnérables, il reste ancré dans cet idéal qu'on avait à l'époque de dire, bah oui, prendre soin, protéger ceux qui ne sont pas capables d'agir par eux-mêmes, c'est une valeur noble. Hein, on ne se disait pas, il faut les capaciter, il faut les rendre capables, il faut les rendre autonomes, il faut les rendre libres. On disait non, il faut prendre soin, il faut protéger. Et on voit bien que c'est encore des valeurs qui comptent. Hein, on ne peut pas les évacuer d'un revers de main. Et oui, c'était renvoyé aussi dans le domaine du proche. Hein. Le droit civil, à un moment donné, assume de dire ce qui se passe à l'intérieur de la famille, les relations entre proches, ça ne regarde pas trop le droit. C'est le monde du familier. Hein. On laisse faire, on compte sur le naturel du soin familial. Et je ne sais plus qui est-ce que j'entendais tout à l'heure, qui parlait de... Et quand on n'a plus, quand ce naturel bienveillant du lien familial se révèle pas bienveillant, se révèle absent, hein, bien sûr qu'il y a une limite très forte à cette naturalisation du care, du soin, comme un peu infracivil qu'on rend du côté de la famille. Mais c'est ce qu'on a fait pendant longtemps pour contrebalancer le fait qu'on écartait les plus vulnérables du domaine de la vie civique, du domaine de la projection. Alors, deuxième étape, avant d'y aller, dire il n'y a pas seulement les plus vulnérables qu'on écartait. Souvenez-vous, les femmes mariées n'avaient pas une pleine capacité juridique. Leur vocation, c'était de soutenir, d'accompagner leur mari. Ce n'était pas de penser par elles-mêmes, de voter, d'agir par elles-mêmes, d'avoir des projets par elles-mêmes. Hein, on exclut les femmes mariées, on exclut les domestiques, on exclut tous ceux qui sont dépendants. Ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Le premier idéal des droits de l'homme, il renvoie quand même à une élite de l'homme capable, pour parler comme Ricoeur. Hein. On a vraiment une frontière assez forte entre les capables et les incapables. Alors oui, le mouvement historique, le mouvement sociologique, il conduit progressivement à casser un peu cette frontière, à la relativiser, à essayer de rendre compte que oui, on peut reconnaître des droits égaux aux femmes et aux hommes. En fait, c'est peut-être même évident. Hein. On peut peut-être reconnaître des droits égaux aux plus pauvres et aux plus riches. Hein. Peut-être que c'est évident. Bon, ça reste un peu moins évident. On sent qu'il y a une poussée du processus d'individualisation à travers le langage des droits, où on sent bien qu'on démocratise le régime d'engagement dans le monde par le projet. Hein. Petit à petit, les protections traditionnelles, celles de la famille, mais aussi celles du statut corporatif, du monde du travail, ou du statut lié, je sais pas, à la dépendance domestique, etc., s'effritent au nom d'une émancipation des individus et d'une émancipation d'individus qu'on projette comme capables d'agir, de s'engager dans un certain nombre d'activités. Donc cette démocratisation du régime d'engagement par projet, il va être pensé par les sociologues, on va dire entre les années 70 et les années 2000, hein, comme
comme ce moment, en fait, où il y en a qui parlent de la critique artiste de mai 68, hein, qui est de dire on veut de la liberté, on veut de l'authenticité, on veut se libérer des chaînes, hein, le moment culturel d'émancipation qui est 68. En fait, il est très vite repris dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management, où bon, c'est classique, mais on rentre dans l'activité économique, on rentre de plus en plus par un travail, par mission, par projet, pas par tâche. Hein. On projette, on laisse de l'autonomie aux individus, on valorise l'autonomie individuelle. Ça passe, ça se diffuse d'abord par le monde de l'entreprise. Hein, Boltanski va dire c'est le nouvel esprit du capitalisme, hein, cet esprit du projet. Et puis, ça ne s'arrête pas au monde de l'entreprise, ça vient brouiller les frontières entre privé et public. Oui, de plus en plus, on se projette, ah bah oui, je vais avoir un enfant ou 2 enfants, je vais me marier, je vais divorcer. On séquence sa vie affective. On a des moments de sa vie affective où on projette des envies, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques décennies. Le mariage, ce n'était pas un projet de vie. Hein. Le mariage, ça faisait partie à la fois d'engagement aux proches, d'obligations presque civiques. Hein. On est pris dans la force du social, on n'est pas dans les engagements individuels, dans les projections individuelles. Et puis les frontières entre privé et public s'effritent un peu. Hein. Le monde, les projets peuvent être à l'imbrication, à l'intrication entre le monde professionnel, le monde du loisir, le monde du proche. Hein. Tout ça, en tendance. Hein, le régime du proche ou le régime du bien commun ne se met pas à disparaître d'un coup, mais on voit bien qu'il y a une grande force de la pensée par projet qui va être reprise par les politiques publiques, et on voit apparaître à partir des années 80 du projet dans beaucoup de domaines de l'action publique, hein, dans le domaine du scolaire, dans le domaine de l'action sociale, du RMI, projet d'insertion, projet d'accompagnement, projet scolaire, projet éducatif, projet de soins dans le monde médical. Hop, tout ça est présent dans... Il y a une prolifération un peu législative, années 80-90, où on démultiplie les types de projets, jusque ce moment en 2005 où il y a un peu ce tour de force de cette diffraction des projets. On la réunifie autour de cette idée de projet de vie, avec cette force de dire, mais oui, même les personnes en situation de handicap, elles ont le droit de vivre comme on vit aujourd'hui. Comme on vit effectivement de manière un petit peu plus séquencée, un peu plus d'initiative, de projection, de maîtrise sur sa propre vie. Ben oui, le choix, la prise de décision, c'est très important. Hein. Donc on voit bien que l'aspect un peu non discriminant du projet de vie, de pouvoir dire on arrête avec l'exclusion, on arrête avec l'institutionnalisation, j'y vais prudemment parce que c'est évidemment plus complexe, mais quand même dans l'esprit, c'est plus ce qu'on valorise. Ce qu'on valorise, c'est de pouvoir rendre autonome, de favoriser l'autonomie des personnes. Hein. Ça va jusqu'au monde du handicap qui, dans un reversement, vient dire mais oui, même quand on est le plus dépendant, on est encore autonome. Hein. Donc le projet de vie vient faire ce tour de force pour dire cette activité-là, cette action-là, cette autonomie-là, oui, on peut la nommer et on peut même dire que ça fait sens pour une vie. Alors, il y a là à la fois ce qui permet de contrebalancer de la dérive de la démultiplication des projets. On réunifie autour de la personne. Projet de vie, on voit bien que ça va chercher effectivement plus loin que simplement se projeter. On l'a vu aujourd'hui, c'est le quotidien, mais ce n'est pas seulement le quotidien. C'est le logement, c'est dans 10 ans. Le registre du projet de vie peut réunifier des tas de dimensions de la vie. Cette réunification se fait au nom de l'autonomie, au nom des capacités. Donc il y a une force vraiment très grande dans le projet de vie. Hein, et à la fois, il
il y a cette dimension d'instrumentalisation de double manière. Hein. D'abord, de l'action publique, c'est l'action publique d'abord qui prend ce vocabulaire, qui invite à se projeter, un peu une forme quand même d'injonction, quand bien même elle a été bien conseillée, bien pensée, bien préparée avec des personnes aussi concernées. Mais il y a un peu cette dimension d'injonction par l'action publique qui instrumentalise la vie des gens en disant « Ah oui, c'est bien si vous rentrez dans ces formulaires, hein, c'est bien si on peut remplir ces cases-là. Hein, oui, il faut les remplir. » Et puis il y a un peu cette instrumentalisation de soi-même, hein, qui est le défaut pas propre du tout au projet de vie du monde, on va dire, du handicap, qui est le défaut du régime d'engagement par projet, qui est le défaut d'un régime d'engagement au monde qui s'appuie plus sur la raison instrumentale, qui s'appuie plus sur la raison technique que sur d'autres valeurs d'être au monde. Donc on voit bien que cette limite-là, elle nous empêche de bien décrire des choses fortes qui ont été dites aujourd'hui sous l'angle du projet de vie. Quand j'entends Madame Corot dire « Ah oui, réussir à dire non quand je me fais harceler », waouh, ça c'est important. Hein. On n'est pas de l'ordre d'un projet de vie. Hein. On est bien là de l'ordre, effectivement, d'affirmer, d'assumer des positions morales, d'assumer une intégrité de soi, d'assumer peut-être aussi quelque chose d'une dignité qui passe par la souveraineté de ce non. Non. On n'est pas dans « je projette qu'il ne faut pas que vous continuiez à ». Non, c'est non maintenant. Il y a un interdit qui est posé, on ne touche pas à cette intégrité-là. Donc on voit bien que le projet de vie, ça colle pas pour permettre de venir dire l'importance de cette souveraineté-là. Il y a des dimensions de l'autonomie, il y a des dimensions de la personne qui ne passent pas avec ce terme de projet de vie. Alors, il passe, encore une fois, comme vecteur de sens bien commode, mais il oblige à des contorsions que, dans les vies professionnelles des uns et des autres, vous les décrivez. Vous les décrivez, ces contorsions où on passe d'un langage, certes, administratif à un langage du vécu, mais aussi d'un langage de projection de soi-même, d'engagement de soi-même dans le rapport au monde, qui est un peu restrictif, délimitant. Hein. Je pense au travail de Claire Moreau qu'elle effectue ces temps-ci sur la question des valeurs dans l'accompagnement. Hein. On ne projette pas complètement ces valeurs. On ne projette pas complètement de dire un jour je ne serai plus raciste, hein, ou un jour au contraire je ne sais pas sur quel la famille c'est important. Bon, je ne sais pas ce qui tient à cœur. Ce qui tient à cœur, on le nomme pas dans le registre de la projection. Et on le voit bien aussi, et on n'est pas à l'aise avec ça. Dans les parcours de vie, ces moments de déclic, hein, et Vanessa l'a décrit dans le rapport avec... je mange un prénom, avec Laetitia, excuse-moi Laetitia. En fait, il y a des moments de déclic où on voit que la part du care, la part du souci de l'autre, le relationnel, l'importance du déclic relationnel, en fait, il est très important. C'est pas parce qu'on a projeté ensemble, c'est qu'on a tenu ensemble quand la bourrasque était un peu forte. Hein ? On a tenu ensemble quand la bourrasque était un peu forte. Et le nombre, dans les parcours, dans les récits de vie, le nombre de fois où, oui, les moments de déclic, c'est bien des moments où... le déclic, il est possible parce que c'est à travers cette relation-là, c'est avec cette personne-là que ça s'est passé. Donc,
quand on dit ça, on n'est pas dans un registre de on va tout expliciter ce qu'on va faire, on va tout écrire pour les 5 ans, pour les 10 ans, etc. Non, on est dans un registre de, en fait, quand on n'y arrivait pas, quand on n'arrivait pas à tenir le projet, alors on a tenu ensemble. Hein, il y a quelque chose d'autre là qui vient soutenir, qui vient donner force au projet. Alors, ce quelque chose d'autre, j'ai envie de dire un peu l'invitation de revisiter les droits humains par l'expérience du handicap, l'invitation de la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées, c'est un petit peu cette invitation à dire oui, les régimes d'engagement dans le monde sont pluriels. Hein, le régime du projet, il est vraiment important parce qu'il est émancipateur, mais il est attention de pas le rendre hégémonique. Hein, et alors, c'est pas direct. La Convention, elle nous dit pas voilà comment il faut faire, mais il y a des outils qu'elle donne qui obligent un peu à aller voilà, à l'étape d'après. Alors, petitement, moi, je vous livre où j'en suis et où on en est un petit peu avec aussi la démarche de recherche participative Cap Droit. Hein. D'abord, dire effectivement l'exigence participative, hein, elle a été exemplaire, cette convention, parce qu'il y avait beaucoup de personnes en situation de handicap qui étaient présentes au cours des réunions de négociation, d'élaboration du draft. Les lieux d'élaboration de la loi ont été des lieux accessibles, ont été des lieux qui ont rendu la possibilité d'une participation. Donc cette exemplarité, elle est importante, parce que de fait, dans la manière de penser les parcours de vie, hein, et le soutien, et ça a été encore une fois beaucoup dit, on sait que l'accessibilité, ça n'est pas avec cette convention, c'est présent depuis beaucoup plus longtemps, mais ce souci de dire, c'est en travaillant l'environnement qu'on rend possible la présence, qu'on rend possible la participation, et ensuite, ce qui se passe par cette coparticipation, ça échappe toujours un petit peu à la délibération ou au projet. Il y a quelque chose qui se joue dans le fait qu'on est ensemble à un moment donné, qu'on est à côté des uns des autres, qu'on est sensiblement en lien, qui fait qu'on ne donne pas de la valeur, on ne pense pas de la même manière quand on est en fonction du public, en fonction de avec qui on est en train de discuter, comment s'agence la discussion. Hein, donc, cette exigence participative, elle est vraiment importante. Elle permet, de temps en temps, moi je trouve c'est utile c'est pas utile, c'est indispensable les moments d'effervescence, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est les conférences, c'est fait pour redonner de l'intensité. Mais les moments d'effervescence, vous savez, c'est l'exemple un peu emblématique donné par Durkheim. C'est la nuit du 4 août 1789. C'est des privilégiés qui votent l'abolition des privilèges. Il dit là, oulala, là on est dans l'effervescence totale. Il n'y a pas d'intérêt à voter cette abolition-là. Hein, si on réfléchit stratégie, si on réfléchit projet, on ne va pas vers l'abolition des privilèges vu quels sont les intérêts des personnes présentes là. Donc l'effervescence, c'est le moment où il y a quelque chose d'une transcendance ici même, locale, hein, où on se dit il y a quelque chose d'évident qui s'impose à nous, qui n'est pas du registre de nos intérêts, de nos calculs, qui est en fait, on est tous d'accord. C'est évident. C'est évident que les personnes en situation de handicap, elles ont les mêmes droits que les autres. Hein, donc ils ont un peu poussé au moment de la Convention. Ah c'est évident que les personnes en situation de handicap,
ont le même droit à la capacité d'exercer ces droits, même droit à la capacité juridique que les autres. Ça a poussé de manière effervescente, et ça conduit à une position radicale, un peu intenable, mais intéressante pour aider à penser. Il faut abolir les tutelles, les curatelles, le soin forcé, tout ce qu'on fait à la place de l'autre. Ça va avec le slogan « Rien sur nous sans nous », hein, mais tout ce qu'on fait à la place de l'autre sans son consentement, ça risque d'être contre lui. Donc, il faut s'interdire de le faire. Il faut trouver à faire autrement. Hein. Bon, il n'y a aucun État aujourd'hui qui a franchement trouvé à faire autrement. Hein. En France, on n'est plutôt pas très, disons, sans doute un peu élaboré dans la réflexion, pas trop du côté de la mise en œuvre. Les mesures de tutelle sont encore bien là et fortement là. Ailleurs, ça bouge un peu plus. Mais en fait, il y a bien d'abord une réflexion à avoir là-dessus. C'est quoi de vouloir s'appuyer sur le projet de vie de personnes dont on considère qu'elles ne sont pas capables d'agir dans leur vie, d'exercer leurs droits. On leur dit « soyez autonomes », mais symboliquement, il y a un juge qui vous a dit « vous n'êtes pas autonome ». L'injonction contradictoire, elle est quand même un peu forte, un peu dure. Donc je pense que les APPV, ils ont un rôle d'en penser le déplacement nécessaire sur les mesures de protection. De la même manière, pour autant, le soutien que les mandataires apportent, l'intelligence qu'ils ont de l'exercice des droits, mais surtout de l'environnement, de la manière dont il faut travailler l'environnement pour permettre l'exercice des droits, cette intelligence des mandataires, bien sûr qu'il faut la garder, hein, mais pas dans un cadre qui les rend d'emblée comment dire, ceux qui privent des droits, qui stigmatisent, qui infantilisent, etc. Donc, il y a cette interpellation assez intéressante de la Convention qui vient de dire, je fais une parenthèse, il n'y a pas le mot de projet dans la Convention. Il n'y a pas le mot de projet, il n'y a pas le mot d'autodétermination. Mais il y a capacité juridique à égalité les uns des autres, interprétée par le Comité des droits, capacité juridique universelle. Tiens, dans le projet, comment on fait pour prendre en compte cette capacité juridique universelle? Ça a été dit parfois, c'est utile le projet parce que ça évite tout l'arsenal de l'évaluation de c'est quoi les besoins de la personne, est-ce qu'elle est capable de ci, est-ce qu'elle est capable de ça. Capacité juridique universelle, la grande force, c'est la mise en suspension de l'évaluation. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'esprit qui est porté par les APPV, avec un vocabulaire, avec une manière de voir un petit peu différente, hein, mais qui vient dire, oui, le lieu civil, le lieu juridique où on restreint les droits au nom de l'évaluation, il faut faire sauter ce verrou. Deuxième proposition un peu radicale, et je ne vais pas rebondir sur la proposition radicale parce que je ne suis pas assez spécialiste, mais vous savez, c'est le thème de la désinstitutionnalisation. En fait, pourquoi il m'intéresse? C'est pas tant réinventons les services, réinventons les établissements de manière à ce que les choix des personnes soient premières. Oui, je crois que, bien sûr, il faut aller dans ce sens. Après, qu'est-ce que ça implique en termes de politique publique, d'allocation de moyens, etc. Je ne rentrerai évidemment pas dans ce débat. Mais là, il y a un terme qui est proposé par la Convention qui me semble très intéressant, hein, celui d'autonomie de vie, qui est l'article 19 de la Convention, qui arrive là peut-être un peu par hasard. Je ne crois pas qu'il soit issu d'un moment effervescent, ou en tout cas peut-être là, en l'occurrence, de diplomates et de traducteurs qui n'étaient peut-être pas complètement à leur meilleur. Mais en tout cas, on n'a pas traduit le living independently anglais, c'est-à-dire le mouvement qu'on avait déjà traduit quand même par vie autonome, mais pour dire c'est important de pouvoir décider de vivre chez soi. Hein. Ça, c'est un mouvement important depuis 20 ans, 30 ans, mais il a été reformulé, repris sous le terme d'autonomie de vie. Alors, on l'a mis un peu au travail dans notre
démarche de recherche participative, la CAP droit, pour voir si ça faisait sens, ce terme d'autonomie de vie, en lien avec les questions de prise de décision, en lien avec les questions d'accès au logement. Et de fait, ce qui nous semble important dans ce terme, c'est qu'il invite là encore à ne pas avoir une vision, comment dire, instrumentale de l'autonomie, pas une vision trop individualiste de l'autonomie, hein, non pas une autonomie nous-mêmes dans notre cerveau, dans notre psyché, et puis le cerveau serait un muscle, et puis on va le muscler, ce muscle, et puis petit à petit, on va être plus fort en volonté. Hein. C'est pas cette vision de l'autonomie-là. Autonomie de vie, c'est immédiatement une vision où l'environnement de vie, l'environnement relationnel, l'environnement matériel, il est déterminant pour rendre possible des formes autonomes, des expressions autonomes de vie, des décisions, des choix, mais aussi des valeurs qui ne se présentent pas forcément comme choix, hein, aussi des attachements. Hein. C'est-à-dire qu'il me semble que l'intérêt de cette notion d'autonomie de vie, c'est qu'elle réussit en partie à garder la force émancipatoire, hein, du projet et du sujet de droit capable un peu historique, hein, tout en rappelant qu'en fait, ça, c'est pas possible sans le relationnel. C'est pas possible sans le care. C'est pas possible sans l'environnement. C'est pas possible sans mettre toute notre attention pour penser non pas la personne dans son identité, sa vie, ses difficultés, etc., mais constamment les coopérations, les liens, hein, entre les personnes, entre des environnements, avec dedans des... comment dire, on dit dans la démarche cap droit, tout est tout capable, tout est tout vulnérable, avec des degrés de grandeur et de petitesse qui ne sont pas des rapports de force, qui sont, oui, il y a des lieux où on est un peu plus dépendant, des lieux où on est un peu moins dépendant, des lieux où le fait que notre dépendance crée des intensités d'attachement, ajoute par le régime d'engagement du care, du familier, du proche, ajoute de l'intelligibilité au monde. Hein. C'est-à-dire que il me semble qu'autonomie de vie offre une vision un peu plus épaisse, un peu plus complexe des grandes vulnérabilités, plutôt que cette référence au projet et à l'autodétermination qui invite à des dimensions parfois, comment dire, un peu volontaristes d'une... oui, il faut que ça vienne absolument de la personne. Ah, non. Ça exprimé par la personne dans un environnement, dans un milieu qui permet cette expression. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça fait... ça résonne dans comment dire, l'idée d'essayer de réfléchir à des utopies, mais il me semble que la Convention, à travers ses positions parfois un peu radicales et ses invitations en fait à cadrer les choses un petit peu différemment, nous invite à développer des outils, nous offre un imaginaire qu'il s'agit de continuer un peu à alimenter et de développer des outils dans lesquels on voit bien, c'est pas simplement le soutien, l'accompagnement, bien sûr qu'il faut le penser, mais justement de manière un petit peu, en l'occurrence systématique, intégrale, ouais, coopérer ensemble, avoir des responsabilités ensemble, c'est pas toujours l'un qui est en soutien de l'autre. Oui, il peut y avoir des grandes dissymétries là-dedans. 90% du temps, je suis en soutien de l'autre. Ah ouais, mais le moment où c'est l'inverse, hein, le moment où précisément la vulnérabilité apporte une intelligibilité supplémentaire à l'action commune ou à la pensée commune, je crois que c'est ça auquel la Convention internationale des droits des personnes handicapées
nous invite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Hérault. C'est le temps des questions, avant le temps du départ. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Je m'y risque. Je ne suis pas une grande à l'aise au micro. Juste une petite question qui me vient, et je pense que c'est un rapport avec votre point de conclusion, où j'ai peut-être pas su noter sur ma petite feuille par quel terme vous remplaceriez donc projet de vie. Est-ce que c'est autonomie de vie? Mais je ne sais pas, ça colle pas bien. Est-ce que vous pourriez peut-être faire un dessin? Parce que vous j'aime voyez, bien le ça dessin, colle en pas fait. bien. Merci. Oui, c'est pas un remplacement. C'est pas exactement... Bon, je pense que le rôle un peu de vecteur, ce que je disais au début, le fait que projet de vie, ça permet de passer du droit dans les textes au droit vécu, de la vie à l'administration. Là, il y a quelque chose d'assez précieux qui est utilisé là et qu'il ne s'agit pas d'aller chercher à remplacer. Ce qui me semble important, c'est de se donner un imaginaire anthropologique qui ne soit pas celui du projet. Que l'imaginaire anthropologique du projet, il est un peu trop réducteur, un peu trop instrumental, et qu'en ça, il ne nous permet pas de nous nourrir suffisamment pour donner sens à des tas de situations où on force un peu le trait quand on met du projet là-dedans, quoi. Et autonomie de vie, c'est un peu une pirouette pour aller dire, là, ça ouvre à un imaginaire, nouveau. Vous le dites, ça colle pas. Le terme, pour le moment, il n'a pas une connotation très signifiante. Hein. Donc, ça colle pas. Alors, moi, la proposition, c'est, tiens, est-ce que là, il peut y avoir un début d'imaginaire, hein, comme ils font avec capacité juridique universelle. Bon, ça colle pas. Nous, les civilistes français, on sait bien que capacité d'exercice, capacité de jouissance, c'est indispensable. Tout ça a déjà été pensé bien souvent. Hein. Ah, tiens, il y a un petit décalage là proposé, et là, c'est pas un décalage de l'ordre de l'effervescence. Nous, peut-être que dans la recherche participative, on s'est saisi de ça en se disant, mais là, il y a quelque chose à aller comment dire, intensifier. Hein. Et oui, il nous semble que mettre autonomie en apposition avec vie, c'est intéressant. Merci. Une question, si je peux me permettre, que je vais poser à la fois aux personnes qui ont témoigné ou des personnes qui ont été accompagnées par les APV faciliteurs et aux APV faciliteurs aux APV faciliteurs eux-mêmes aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez en conclusion, comme quoi les projets de vie, en tout cas je comprends, et c'est ce qu'on porte aussi quand on soutient les APV au niveau ARS en termes de soutien de déploiement à la fois de la posture et d'accompagnement auprès des personnes concernées, c'est de peut-être remplacer le terme projet par choix de vie. C'est ce que je comprends si je résume à outrance, en termes de choix de vie, au sens où voilà, il y a des appuis théoriques et méthodologiques de Serge Bersold, mais aussi de Yann Le Bossé, voilà, développer le pouvoir d'agir pour que les personnes puissent réussir à formuler ce qui est important pour elles. Et ça peut s'inscrire dans un projet. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui est intéressant depuis ce matin, je voudrais remercier tous ceux qui ont pu témoigner et dire là où ils en sont arrivés grâce au soutien et à l'accompagnement des APV. Donc ça, c'est très important et c'était limpide jusque-là. Que ce soit voilà, Vanessa aussi qui disait là où vous êtes arrivés aujourd'hui. Ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est comment on y est arrivé à avoir ces déclics que les personnes accompagnées ont eu. Est-ce qu'il y a eu, voilà, pour créer un milieu, un contexte qui permet l'expression des choix de vie par les personnes, est-ce que les APV utilisent une méthodologie, une approche,
est-ce qu'il y a des contextes que vous réussissez à instaurer, et est-ce que vous pourriez les illustrer? Ou est-ce qu'une personne, alors je ne veux pas imposer à Vanessa d'exprimer, mais j'aurais une question que du coup je la pose à retardement, elle m'est venue suite à votre conclusion aussi de choix de vie et de ce qui est important pour vous. Est-ce qu'il y a un contexte, un moment, une manière de s'entretenir avec vous, ou peut-être un support qui vous a permis d'arriver à cette énergie, cette volonté de vous insérer, comme vous dites, ou avoir cette énergie pour vous? Alors, une personne accompagnée qui veut bien... Ou peut-être... Au fond, j'ai l'impression qu'il y a une main levée. Merci. Alors, je ne sais pas si je vais répondre correctement, mais moi, pour ma part, je me suis permis en fait de me saisir de la PV 87 afin de m'aider sur mon projet individuel personnel. Moi, je suis actuellement travailleur à l'ESAT La Ribière, donc à Limoges, et il se trouve qu'en fait, j'ai eu comme projet de réaliser, de passer en fait le titre moniteur d'atelier, afin de pouvoir moi aussi aider les personnes en situation de handicap, comme moi je l'ai été. Donc, ce projet s'est réalisé sur, on va dire, un an et demi. Je l'ai préparé tout seul, vu que les autres moniteurs ont refusé de m'aider en fait à y arriver. Donc, la PV 87, je me suis permis, moi, en fait, de venir, de prendre contact avec eux afin qu'ils puissent m'aider sur ce projet-là. Donc, voilà. Juste, je me permets de reposer la question, du coup j'en profite, vous disiez être accompagné. Ma question peut-être plus précisément, c'est est-ce que vous avez souvenir d'un moment, d'un contexte, d'une manière de s'entretenir avec vous qui vous a permis, alors grâce à vous-même aussi, parce que pendant toute cette journée, ce qu'ont très bien mis en avant tous les organisateurs et organisatrices, c'est les choix de vie et peut-être les réussites ou les étapes, les chemins par lesquels sont passées les personnes. Et ça met en avant un des savoirs, une des compétences les plus attendues et qui sont manifestes, c'est l'humilité. Du coup, on ne parle pas de la manière dont vous avez été accompagné et grâce à quoi vous-même vous avez pu aboutir à ce que vous souhaitiez formuler ou réussir à avoir, mais aussi comment l'APV s'y est pris en termes de contexte, manière de s'entretenir avec vous, peut-être un support, ça peut être un moment anodin qui vous a fait un déclic. C'était pour illustrer ce type de... Oui, il est vrai que je suis un peu stressé, je n'ai pas l'habitude de parler devant beaucoup de monde, alors du coup c'est pas vraiment évident. Alors en fait, pour répondre à votre question, vous pouvez la reformuler si ça vous dérange pas. Excusez-moi. Est-ce que votre projet ou votre choix de vie, c'était lequel ? Est-ce que vous y êtes arrivé en étant soutenu et accompagné par un APV? Et est-ce que vous avez souvenir du moment où, avec l'APV faciliteur, qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que c'est un contexte, une manière de vous avoir parlé qui vous a permis de formuler ou de réussir ce que vous aviez? Alors en fait, au début, pour l'APV, en fait, je me suis permis de venir voir l'APV en dernier recours. Pour réaliser ce projet, en fait, j'ai été aidé par mon ancien directeur. Donc du coup, à vrai dire, je me suis permis de venir voir l'APV parce que je n'avais pas d'autre solution en fait. Les moniteurs actuellement en poste à l'ESAT n'avaient pas de moyens de m'aider. Il ne restait plus qu'à régler pour ma part la question du financier. Qui va me payer cette formation? Tout ce genre de choses. Et du coup, je me suis permis de venir voir l'APV et l'APV en fait m'a été transmis par le biais de l'ALEFPA de la Creuse. Donc en fait voilà, ce sont en fait je suis allé gratter un petit peu partout toutes les informations que j'aurais pu trouver, style en fait qui peut m'aider sur mon projet actuel, qui peut m'aider à le réaliser. Et une personne en fait intérieure à l'ALEFPA m'a en fait orienté sur ce dispositif, le dispositif APV 23. Et en fait, il venait juste d'être lancé dans le
dans le 87, et c'est comme cela, en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à être informé. Et donc, je me suis saisi de l'opportunité de pouvoir échanger avec eux. On a mis en place un rendez-vous, d'abord en présentiel, et puis je n'ai eu plus qu'à... En fait, ils m'ont présenté le projet à proprement parler, le projet d'accompagnement. Et voilà, et après, nous avons signé la charte de coopération, et c'est ainsi qu'on a pu commencer à débuter cet accompagnement. Là, on est encore dans l'élaboration hein, pour l'instant. Voilà, si on peut dire. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la même question ? Vous, dans votre parcours, c'était quoi votre projet de vie, vos choix de vie, et puis les déclics ? Oui, eh bien, merci. Très bonne question. Dans mon projet de vie, quand j'ai voulu... il y a plusieurs projets, plusieurs choix de vie, et de pouvoir vivre de manière autonome en dehors de ma cellule familiale, de m'en détacher. Je pense avoir eu des contextes où des personnes se sont adressées à moi en me croyant capable d'être autonome, en me disant que tu es capable. Donc c'était voilà ces éléments-là aussi. Ça peut être des moments de contexte qu'on organise comme des activités de loisirs, etc., où on est capable, on est en réussite. Et ma question pour transposer, c'était est-ce que les APV faciliteurs organisent cette même manière de s'entretenir avec des personnes ? Quelles sont les conditions ? Et je rebondissais, je ne voulais pas revenir en arrière, en fait, je voulais condenser le fait que vous étiez en train de conclure sur on crée un milieu qui permet l'expression des choix de vie et de les réussir. Du coup, je rebondissais sur le fait que voilà, ce colloque, ce serait aussi l'occasion de mettre en valeur à la fois ce que les personnes ont réussi à avoir comme contexte pour y arriver, et à la fois ce que les APV faciliteurs ne font ou font peu par humilité, ce savoir-être qu'ils ont et qui est important, de savoir valoriser et expliciter concrètement comment on mène un entretien. Alors, ça peut être un entretien non directif qui permet aux personnes de... Voilà, on voit, et ça peut être intéressant de... J'observe, j'écoute que toutes les questions des APV faciliteurs, jusque dans les moments du colloque, des échanges, ce ne sont que des questions ouvertes, jamais orientées, jamais sachantes. Donc il y a une manière de s'adresser aux personnes qui est très explicite. Et c'était pour... du coup, j'aurais pas un peu à la place des APV sur certains points. Alors, moi, je vais prendre la parole, donc je vais répondre à votre question. Moi, je suis APV, donc j'ai pas fait encore la formation. Mais je suis travailleur social, éducateur spécialisé de formation, et donc j'ai pris mes fonctions il y a à peu près 6 mois. Donc pour répondre concrètement à votre question, au niveau, vous, ce que vous interrogez, c'est quel climat l'APV va mettre en place pour pouvoir permettre à la personne d'élaborer son projet. Donc du coup, dans un cadre, on va dire, plutôt général et contextuel, on permet à la personne de choisir le choix des rencontres. Donc ça, c'est une première chose. Et au niveau de la disponibilité aussi, c'est la personne qui va elle-même, alors après, ça c'est à double tranchant, mais en tout cas, c'est de la libre adhésion, et la personne va elle-même fixer ses propres rendez-vous dans le lieu du choix. Donc au niveau du contexte, déjà, c'est la liberté de la personne qui va primer. Et donc ça ne va pas être directif dans ce sens-là au niveau de la place des entretiens, tout ça. Donc ça, c'est plus un niveau, on va dire, géographique et contextuel. Et après, dans le concret, vu qu'on intervient auprès de publics avec des fois des mineurs, des adultes, des personnes âgées, des personnes avec des déficiences, avec des handicaps psy. Donc c'est vrai qu'on va devoir... chaque entretien va être différent. En tout cas, le climat de confiance qu'on va essayer d'instaurer, quand vous parlez là, quel est l'élément du déclic, en tout cas l'APV, enfin je parle pour moi, hein, on ne va pas chercher ce déclic. C'est pas on va amener la personne au moment, là, pour reprendre un peu ce qui a été dit aujourd'hui, à l'instant d'aujourd'hui, et ce qu'elle a envie aujourd'hui de parler, quoi. Et pour pouvoir avancer, on ne va pas chercher un déclic chez la personne pour... la finalité, en tout cas dans les entretiens, ce n'est pas de chercher un déclic, ce n'est pas d'essayer de sauver une personne, c'est d'essayer de prendre la personne comme elle est lorsqu'on arrive chez elle et de la laisser dérouler un petit peu le fil
d'une problématique ou de ce qu'elle a envie de chercher. Et je pense que c'est ça, le climat qu'elle va essayer d'instaurer l'APV. Parce que si jamais l'APV, il essaye de chercher quel déclic ou ce qu'il faudrait pour la personne, tout ça, dans ce cas-là, on rentre plus ou dans une évaluation, ou dans une analyse, une pseudo-analyse, sachant que les APV sont d'univers très différents à la base et que la formation est de quelques mois. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre des... Voilà, mais en tout cas, c'est la ligne de conduite, on va dire, de l'APV, ça va être de respecter la temporalité de la personne dans le lieu qu'elle souhaite et de partir du moment présent, voilà, et de pas ressasser, mais vous avez déjà essayé 10 fois, ça n'a pas marché, donc voilà, de ne pas lui donner, on va dire, les rails là où elle doit aller. Voilà. C'est ça un petit peu on va essayer de mettre un climat et pas de trouver un déclic, quoi. Merci, j'ai encore une question ici. Alors, pour parler de mon expérience personnelle, je dirais que les choses se sont faites vraiment très simplement. C'était juste une relation humaine, il n'y a pas eu de plan, de façon de faire. Et pour la première fois, alors que jusqu'alors j'étais un usager, un patient, un bénéficiaire, là pour la première fois j'avais le sentiment d'être juste une personne. Donc c'est ça qui m'a semblé important dans ma relation avec la PPV, parce que c'était juste une relation humaine. Voilà ce que je voulais dire pour... Merci beaucoup Marie-Lys. Une toute dernière question, je crois qu'on a encore quelques instants. Simplement, alors c'est une question peut-être un peu bête, hein, peut-être que Benoît, tu me dirais que tu n'en sais rien et tu aurais le droit. Est-ce que cette complexité de trouver le mot projet de vie, ce n'est que en France ? C'est-à-dire la complexité que tu évoquais sur... on a dit choix de vie, on a entendu projet de vie. Comment ils résolvent ça ailleurs ? Il faudrait que j'y réfléchisse un tout petit peu sur le monde anglophone. Là, je l'ai pas... disons, en tout cas, le terme de plan dans le contexte états-unien, il est très utilisé. Après, recovery, il y a l'idée de projet qui est quand même très présente. Donc, il y a quand même un certain nombre d'outils plus ou moins voisins. Après, je réinsiste sur un point. Le convertisseur, le vecteur, quel terme de projet de vie, c'est pas le même niveau que le niveau symbolique, que le niveau de l'imaginaire. Et mon propos, c'est ce vecteur, il reste fort si on le maintient bien à ce lieu de conversion. Tout d'un coup, on peut, grâce au projet de vie, transformer des choses du quotidien ou des choses importantes de long terme. On peut aller s'appuyer sur des droits, etc., chercher des ressources. Mais l'imaginaire commun, ce n'est pas le terme de projet de vie qui peut le porter. C'est ça mon propos. Je comprends. Et je pense que l'imaginaire commun, il ne faut pas trop vite que l'action publique ou que l'administration s'en empare. Il faut laisser d'abord émerger une force commune qui soit signifiante. Voilà. J'entends. Donc il y a deux phases. Il y a d'abord le travail technique autour du projet et une phase après imaginaire où on pourra tous trouver ensemble le mot qui conviendra le mieux. Merci beaucoup. Et j'en profite, je fais quand même un appel du pied comme ça. On a des groupes locaux dans pas mal de villes ou de régions dans Cap-Droit. On n'en a pas là en Charente, disons, autour d'ici. Donc voilà, c'est aussi pour ceux que ça intéresserait. En tout cas, merci beaucoup, Benoît. Benoît, tu sais, moi, j'ai pas tout compris, mais ça m'a fait prendre de la hauteur. C'est déjà ça. Par contre, dis donc, t'as dû bien relationner. Parce que regarde, il y a eu plein de déclics un peu partout. Ils se sont tous barrés mettre en œuvre. Merci. Et alors, en hommage à toi, j'ai trouvé une équipe qui va mettre encore l'imaginaire. On a décidé d'y aller. Tu vois, ça y est, la Charente se mobilise. Donc, voilà, on va donner du corps, un peu. Parce que tu parles bien. Mais t'étais un petit peu... Hein? Alors après, ça s'est déployé.
On a senti, hein, vous avez vu comme il était un petit peu fermé du bas. Mais, et le haut, petit à petit, alors on a senti des envolées, comme ça, et les bras se sont mis à s'agiter. Alors ça, c'était... Ah, moi, ça m'a transporté. Tu vois, tu es le Julio Iglesias de la sociologie. Merci, Benoît. Oh, j'adore. Voilà, donc ils ont installé le dispositif. Bon, alors... Innovation, mais toc, 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 hein. On a vu ce matin l'ARS, pim, 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 mission, 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 on y va. Il y a un timing. Ça va le timing? C'est bon, on est bien? On est parfait. On est bien, on est parfait, elle a dit. Voilà, donc échauffement, voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Pirate s'échauffe. C'est le seul, hein. Les autres, ils pensent que ça va arriver comme ça. Heureusement qu'il y a Pirate, voilà. Voilà, la relation commence à se créer, un petit peu, hein, voilà, oui, non, c'est timide encore. Voilà, c'est ça, hop, oula. Ah oui, voilà. Donc il y en a qui s'appuient sur l'environnement, il y en a qui s'assoient directement dans l'environnement, ils s'incluent dans l'environnement, direct. Ah, voilà, oui. Oui, oui, la vie. Oui. Ah, oui. C'est intermittent, c'est du soutien intermittent. Ah, d'accord. Oui. J'ai compris ça. Oui. On ne fait pas comme ça, tu vois. On n'accompagne pas, on fait des... Et aussi du... Oui, ouais, c'est ça. De l'envie, de la vie, oui. Tous les âges de la vie, on a dit. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, vous pouvez y aller à plusieurs, mais oui. La force du collectif. Voilà. Mais oui. C'est les difficultés. Oui. Alors. Il faut vaincre. Les attaques, les autres attaques. Des fois, on essaie de... Des fois, ça fait mal. Ah. Et puis des fois, on peut s'apercevoir qu'il y a une partie de l'équipe, là, qui est un petit peu sur le côté, devant, peut-être trop devant, pas dans le présent. Et pas en arrière. Parce que là, hier, l'arrière, c'est la famille, tout ça, tu sais. On se connaît déjà, ça, on a fait des photos. Et voilà, c'est bien. Et il y a un jour, il faut aller devant, là, c'est ça. Et alors là, on connaît personne, là. Il faut rejoindre le monde. C'est long, hein. C'est long, hein. Ah oui. C'est long. Alors ça, c'est l'équipe qui nous aide à avoir le monde. Oui, c'est ça, c'est l'équipe. C'est vous le monde? Oui, c'est nous, tous les trois. Ah ouais. Le monde. Ah, vous êtes le monde. Ah oui. Oui, on voit comment être ensemble, ça passe par s'apprivoiser, le mimétisme. Je vais là où en est l'autre pour pouvoir après cheminer ensemble. On voit déjà que ça se transforme. Hein? Il y a des individualités. Voilà, chacun reprend. Il y en a qui respirent, qui vont vers le bas. Il y en a qui baissent un peu les bras. Je te soutiens.
Je te soutiens. Ou tu me soutiens, je sais pas, mais on se soutient. Voilà. Ouais, tu m'as soutenu dans mon projet. Les idées sont reprises avec des variations, des bisoutiens, des plurisoutiens. Ouais, là on est bien. Mais quand on soutient, il faut aussi évoluer et avancer. Ah oui. Le futur. Projet, se projeter, la projection. Attention. La projection. Préparation à la projection. Oui. 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 Attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, vous allez assister à la projection du groupe composé d'individus différenciés dans l'environnement spatial de l'immensité de ce paquebot. Préparez-vous, ça peut éclabousser. Plongez! Plongez dans la vie! On respire un peu. Vanessa. C'est génial, c'est vraiment génial et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Merci, c'est bien de s'amuser. N'oubliez pas de vous amuser. Je crois qu'on arrive à la fin et je crois qu'on est à l'heure. On a rattrapé un peu le timing. Nous voulions tous vous remercier pour votre présence, votre venue, votre participation. Nous souhaitons également remercier donc à la fois le Palais des Congrès pour son accueil, pour sa technique son, vidéo et lumière, ainsi que le Jardin des Plantes de nouveau. Nous voulions remercier aussi toutes les personnes qui ont participé tout le long de la journée pendant ces interventions, à travers les paroles de Vanessa, de Madame Cournot, des partenaires, et puis les conférenciers qui étaient présents, la parole des APPV. Il s'est dit plein de choses, et puis tous ces témoignages aussi qui se sont déroulés tout le long de cette journée à travers les vidéos, et puis vos questions. Nous espérons que vous allez pouvoir repartir avec plein de questions et puis peut-être avec cette idée de faire un pas de côté, peut-être par rapport à la pratique et au quotidien que vous vivez. Vous avez les dispositifs qui ont tous réalisé une affiche qui est affichée, qui est en A3 à l'entrée. Il y a des coordonnées de tous les dispositifs. N'hésitez pas à revenir vers eux si vous avez envie d'aller plus loin, de mieux les rencontrer, les comprendre, et puis les connaître aussi. Puis c'est l'idée, c'est aussi de pouvoir un peu continuer à se rencontrer. Donc merci à tous. Vous pourrez donc retrouver les replays sur la ligne Appui Ressources, et puis je pense qu'on fera tourner ça aussi sur différentes associations qui portent les dispositifs pour essayer de diffuser ce qui s'est passé aujourd'hui. N'hésitez pas. Merci également de remettre le questionnaire de satisfaction à l'accueil. Il y a une boîte spécifiquement dédiée à ça. Vous avez 10 petites minutes pour le faire avant la fin, si vous avez envie de nous faire un retour. Et puis, pour terminer, nous souhaitions aussi vous proposer de créer un nuage de mots qui répondrait à une petite question qu'on avait envie de vous poser à la fin de ce temps. On souhaiterait vous proposer de nous donner un mot pour nous dire ce que vous retenez de la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, je veux bien le... Vous avez un QR code et vous avez normalement aussi un mot de passe qui est passé juste avant, pour pouvoir y répondre. C'est sur le site WooClap. Ceux qui n'ont pas forcément de téléphone et qui n'ont pas forcément de connexion,
Vous n'hésitez pas à demander aux bonhommes, là, tous ces gens en jaune, de pouvoir le faire pour vous. L'idée, c'est d'essayer de construire voilà, un petit nuage de mots de vos paroles à vous sur ce qui s'est passé sur cette journée. Et puis pour finir, nous vous souhaitons à tous une bonne route. Il y en a quelques-uns qui ont quand même de la route. Et merci à tous pour votre participation. Puis nous espérons vous retrouver bientôt. Bonne fin de journée. Hein?